Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur l'élection sénatoriale de ce 12 mars au Cameroun. Les conseillers municipaux et régionaux étaient appelés à renouveler les 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement. Un scrutin indirect aux enjeux importants. L'île Maurice a célébré le 12 mars le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance, date qui coïncide également avec le 31e anniversaire de l'accession au statut de République, deux événements majeurs pour cet État insulaire d'Afrique australe situé dans l'océan Indien. Et la préservation des forêts est au cœur des enjeux mondiaux de lutte contre les changements climatiques. Le développement d'un marché carbone permettrait au continent africain de mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an. Les détails de cette stratégie sont à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le Bénin reçoit depuis ce lundi 13 mars la visite officielle du président du Niger, Mohamed Bazoum, pour une visite de 48 heures. Le chef de l'État nigérien a été accueilli ce lundi par son homologue béninois Patrice Talon. Au menu des discussions, il y a les questions sécuritaires, mais aussi les questions économiques, avec notamment le chantier de construction du pipeline export Niger-Bénin, un oléoduc qui doit permettre au Niger d'exporter son pétrole via le Bénin et d'engranger des recettes. L'élection sénatoriale revêt un enjeu important dans la vie politique du Cameroun. Ce 12 mars, plus de 11 000 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler les 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement. Le tiers restant sera nommé par la suite par le président Paul Biya. Les résultats sont attendus pour le 27 mars. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Ils sont 11 134 grands électeurs qui étaient attendus au bureau de vote ce 12 mars 2023 pour élire la 3e cuvée des sénateurs de l'histoire du Cameroun. À l'unique bureau de vote d'Umfundi dans la région du centre, 299 électeurs, dont 290 conseillers municipaux et 9 conseillers régionaux ont accompli leur devoir civique. Le Sénat est la chambre haute du Parlement et le Sénat est le représentant des collectivités territoriales décentralisées auprès de ce Parlement, dont raison pour laquelle nous sommes appelés aujourd'hui à choisir nos sénateurs, à choisir ceux qui défendront les intérêts de nos communes, de nos régions au sein du Parlement. Donc c'est un sentiment de devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir accompli mon devoir de citoyen en tant que grand électeur, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé ce matin à cette élection. L'élection sénatoriale revêt un enjeu important dans la vie politique du Cameroun. Les sénateurs, membres de la Chambre haute du Parlement, sont les représentants des collectivités décentralisées à même de défendre les intérêts des populations. Pour les acteurs politiques, si l'élection de la 3e cuvée des sénateurs est le témoin d'une avancée notoire du processus de décentralisation, l'action des sénateurs peine le plus souvent à se faire ressentir, notamment en matière de validation des projets de loi. Le scrutin de ce 12 mars porte l'espoir de les voir davantage à l'œuvre. Pour parler de décentralisation, il y a plusieurs partitions qui doivent jouer en même temps. Il y a déjà l'action publique qui est déjà réalisée au quotidien par les exécutifs municipaux et régionaux, mais également l'action parlementaire qui doit être encadrée au niveau du Sénat. Et nous espérons que cette 3e cuvée des sénateurs sera à la hauteur de nos attentes pour qu'on puisse vraiment ressentir les effets sur le plan légal, sur le plan des normes, sur le plan normatif, qu'on puisse ressentir les effets du travail de ces sénateurs auprès de la Chambre haute du Parlement. 198 bureaux de vote au total, repartis sur les 58 départements, ont été ouverts pour l'élection de 70 sénateurs issus des 22 listes de candidatures retenues par le Conseil électoral en vue du scrutin. Pour la proclamation des résultats, il faudra attendre un délai de 15 jours conformément à la réglementation, soit le 27 mars 2023 ou plus tard. C'était pressenti, c'est désormais officiel. Au Mali, le référendum constitutionnel initialement prévu le 19 mars prochain est reporté.
Aucune autre date n'a pour l'instant été donnée. L'annonce a été faite le 10 mars. Il faut rappeler que le référendum constitutionnel est le premier scrutin du chronogramme électoral du gouvernement de transition, l'issue devant être la tenue de l'élection présidentielle en février 2024. L'ajournement de ce premier scrutin pourrait donc pousser à s'interroger sur un possible allongement de la transition. De son côté, le gouvernement assure que le processus de retour à l'ordre constitutionnel en 2024 sera bien respecté. Je vous propose d'écouter l'analyse du constitutionnaliste malien Bala Cissé sur l'annonce du report du référendum constitutionnel au Mali. Le report a été justifié par des arguments suivants. Tout d'abord, concernant l'opérationnalisation de l'organe chargé de piloter des élections, aussi sa mise en place sur toute l'étendue du territoire, autrement dit parce qu'il y a une nouvelle loi électorale qui modifie les découpages électoraux sur les 19 raisons administratives plus les districts de Bamako dans la capitale, aussi la vulgarisation du projet, autrement dit d'expliquer mieux la sensibilisation du projet aux Maliens, le contenu et les tenants, les aboutissements de la nécessité de cette nouvelle constitution. Mais en réalité, la question fondamentale qu'il fallait se poser au préalable est la suivante. Les conditions sont-elles réunies pour organiser un référendum constituant au Mali? La réponse est non, parce qu'au regard du contexte sécuritaire, il fallait mettre la condition de l'entrée en vigueur de cette constitution par la voie parlementaire en cas de l'impossibilité matérielle et organique ou personnelle d'organiser un référendum. Je pense quand même que déjà en réalité, si on regarde l'article 189 de la Constitution qui pose problème sur cette thématique, si le report aura lieu ou pas, mais je pense quand même que l'article 189 de la Constitution pose un problème avec 3 textes constitutionnels aujourd'hui. Nous avons la charte de la transition, nous avons aussi la constitution de la Troisième République, plus le projet constitutionnel. Le référendum, en cas de l'impossibilité d'organiser le référendum, le projet va être abandonné. Or, en réalité, on pourra rentrer ces projets en vigueur en modifiant, en mettant en place une assemblée constituante, c'est-à-dire de transformer le CNT, le Conseil national de la transition, comme étant l'organe législatif, de devenir l'organe constituant qui puisse adopter cette constitution par la voie parlementaire et non par référendum. Je pense aussi qu'au regard du budget, c'est-à-dire que la question financière, on pourra faire économie en passant cette nouvelle constitution. Une proposition de ma part de faire via par la voie parlementaire. Certes, on peut critiquer le CNT, le Conseil national de la transition, sa légitimité, mais je pense qu'il est possible de transformer en étant l'Assemblée constituante pour adopter cette constitution. Je pense quand même que Dixor nous dira si le Mali va se passer à la 4e République ou pas. Les habitants de Maurice ont célébré le 12 mars le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance, une date qui coïncide également avec le 31e anniversaire de la proclamation de la République. 2 événements majeurs commémorés avec l'ambition de continuer à bâtir un pays pacifique et prospère. Un sujet de Eugène Chema et Séverin Douque. Le 12 mars 1968, Maurice devenait un État souverain en obtenant son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni avant de prendre en 1991 le statut de République. Ce sont ces 2 événements que le peuple mauricien commémore chaque 12 mars. Pour l'édition 2023, placée sous le sceau de l'harmonie et de la cohésion sociale, l'État d'Afrique australe célèbre ainsi le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance et le 31e anniversaire de la proclamation de la République. Une cérémonie de levée de drapeau a été organisée au siège de la présidence à Moka, au centre de l'île Maurice. Ce que nous célébrons ce matin, c'est avant tout la réussite de notre magnifique pays et les réalisations d'un peuple exceptionnel qui a su construire une nation prospère et pacifique malgré les conflits difficiles. Nous devons rendre hommage à nos parents, grands-parents et ancêtres pour ce qu'ils ont fait et enduré afin que nous ayons une meilleure vie aujourd'hui. Leur sens de l'effort et du sacrifice devrait nous inspirer. En 55 ans d'indépendance, cet État de 2040 km² de superficie, avec une population d'environ 1,3 million d'habitants, peut s'enorgueillir du chemin parcouru dans la mise en œuvre de programmes de développement. Le pays figure à la première place en Afrique et à la 68e dans le monde à l'indice de développement humain 2022 de l'Organisation des Nations Unies. La paix et l'harmonie sociale, c'est un autre facteur décisif pour nos pays.
La paix et l'harmonie sociale constituent des facteurs décisifs pour notre pays. L'Institut for Economic and Peace place Maurice à la 28e position sur 163 pays dans le tableau de l'indice mondial de la paix. Tout cela démontre que nous, Mauriciens, avons su faire de notre diversité et de nos différences une force. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, c'est l'expression des bonnes décisions, d'un travail dur d'une équipe gouvernementale soudée. Et c'est aussi grâce à un travail dur de l'équipe soudée d'un gouvernement. Selon les données de l'administration fiscale de Maurice, l'île a connu une croissance notable ces 50 dernières années avec une évolution moyenne du PIB de 5,5% par an. En 2022, l'économie a connu une croissance annuelle de 7,2%. Au cours du dernier demi-siècle, le PIB de la République de Maurice est passé de 841 millions de roupies mauriciens à plus de 400 milliards de roupies. Les pouvoirs publics ont transformé une économie à monoculture dominée par la canne à sucre en un modèle plus diversifié, axé sur l'innovation et les services. Maurice a aussi gagné en notoriété sur le plan de la stabilité politique et de la bonne gouvernance. Pour la Banque africaine de développement, Maurice est un chef de file en matière de développement d'infrastructures et l'un des pays du continent africain les plus favorables aux investissements. La préservation des forêts est au cœur des enjeux mondiaux de lutte contre les changements climatiques. Les massifs forestiers africains font partie des plus grands puits de carbone au monde, d'où la nécessité de développer un marché carbone qui permettrait au continent africain de mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an. Un sujet de la rédaction. La lutte contre les changements climatiques est conditionnée par la protection des forêts. Les forêts du bassin du Congo, qualifiées de poumons de la planète, permettent de décarboniser l'atmosphère d'environ 1,1 milliard de tonnes de carbone annuellement. L'une des stratégies pour leur préservation, c'est le marché carbone qui permettrait de mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an. Si nous voulons aller vers une transition énergétique, mais il nous faut avoir des ressources. Nous sommes des bons élèves de l'atténuation. Nous disons aux gens, nous avons des populations à qui il faille donner une économie circulaire alternative pour pouvoir concilier le développement inclusif et la conservation de notre habitat qui est la nature. Donc aujourd'hui, au travers des crédits carbone, nous voulons parler des crédits carbone aujourd'hui souverains, en conformité avec l'accord de Paris, et non les crédits carbone volontaires. La préservation des forêts est au cœur des préoccupations climatiques des politiques mondiales. De nombreuses économies africaines sont dépendantes de l'exportation des forêts. Pour Christian Roch, facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la protection des services écologiques des forêts passe par le développement économique inclusif. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs climatiques sans les 3 derniers poumons de la planète. Cela est clair. Nous devons, en tant que communauté internationale, trouver des moyens pour pouvoir conserver les fonctions des forêts, climat, eau, biodiversité, et de l'autre côté, trouver des modèles qui nous permettent de mettre sur pied le développement économique pour tous, mais bien sûr dans le bassin du Congo. La mobilisation des financements pour une préservation et une exploitation durable des forêts est un impératif. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été promise par la France au One Forest Summit tenu à Libreville les 1er et 2 mars 2023 pour accélérer la mise en place de stratégies de protection des réserves de carbone. La mainmise du Sénégal sur le ballon rond à l'échelle continentale est actuellement incontestable. Après la CAN 2022, la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN 2023, le Sénégal peut désormais se targuer d'avoir remporté la CAN U20 2023. C'était le 11 mars en Égypte. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Au thème d'un parcours parfait, les Lionceaux de la Teranga ont triomphé des Scorpions de la Gambie et s'adjugent le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et comme l'on pouvait s'y attendre, le match, disputé dans le stade international du Caire en Égypte, promettait d'être serré entre le Sénégal et la Gambie, les 2 meilleures défenses de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. Mais l'attaque sénégalaise a fait plier la défense gambienne dès la 6e minute sur une tête de Souleymane Faye, ce qui a permis au Sénégal de mener 1-0 face à la Gambie jusqu'à la fin de la première période. Les Lionceaux du Sénégal
ont démontré simplement dans cette compétition qu'ils avaient de la matière à vendre. Des victoires avec la manière et le sacre au bout de l'effort. Le Sénégal simplement n'a pas eu d'égal chez les U20. L'équipe a fait preuve de discipline tactique et d'engagement tout au long de cette compétition. Face à une solide défense sénégalaise qui maîtrise ses débats, les poulains d'Abdoulaye Bojan, qui n'ont pas cadré un seul tir durant ce derby ouest-africain, ont multiplié les offensives sans jamais réellement mettre en déroute la défense sénégalaise. À la 50e minute de jeu, le milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, sur un corner, permet aux Lionceaux de la Teranga de creuser l'écart. Un record inédit pour le pays de la Teranga qui a réalisé un parcours historique en ce qui concerne le football ces derniers mois. Une réussite qui doit vraiment créer une saine émulation sur le continent lorsqu'on sait que le pays est en train de récolter les fruits d'un travail de longue haleine. Avec 14 buts marqués, le Sénégal a remporté tous ses 6 matchs. Les vainqueurs de la CAN U20 n'ont encaissé aucun but dans ce tournoi, faisant d'eux la meilleure défense et la meilleure attaque de la compétition. Le gardien sénégalais Landing Bading termine meilleur gardien avec 0 but encaissé. Pape Demba Diop remporte le soulier d'or après avoir fini meilleur buteur avec 5 réalisations, tandis que Lamine Camara est désigné meilleur joueur de la compétition. Le Sénégal remporte ainsi toutes les distinctions individuelles de cette CAN U20. Chaleureuse félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales, 6 matchs, 14 buts marqués, 0 encaissés, meilleure équipe, meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur buteur. On ne peut faire mieux. En remportant le 11 mars 2023 au Stade international du Caire, en Égypte, la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Sénégal remporte ainsi dans l'espace de 13 mois sa 4e compétition de la Confédération africaine de football. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.